Chaque jour, Rick Harrison est confronté à une violence incessante et à la dégradation publique derrière les murs de la prison. Autrefois star célèbre d'une émission de télé-réalité populaire, sa vie a été réduite à un cauchemar suite à sa condamnation pour trafic d'êtres humains et blanchiment d'argent. À l'intérieur de la prison, Rick n'est plus une célébrité, mais une cible. Son nom, autrefois synonyme de renommée et de richesse, s'est transformé en symbole de trahison et de cruauté. Ce soir, nous plongeons en profondeur dans la dure réalité de l'existence de Rick derrière les barreaux, révélant la culture carcérale brutale qui lui a fait souffrir bien au-delà de sa peine, y compris les enregistrements secrets que même les enquêteurs les plus endurcis ont trouvés choquants. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les mises à jour. Le premier coup que Rick a reçu est venu avant même qu'il n'atteigne sa cellule désignée. Cela ne venait pas d'un officier ou d'un détenu à qui il avait fait du tort, mais du système lui-même, un système qui se nourrit du spectacle et des représailles brutales. L'homme qui captivait autrefois des millions de personnes avec ses tactiques de négociation décontractées et sa bravade de Las Vegas était désormais dépouillé de tout, sa liberté, sa dignité et bientôt, son identité même. Les lumières fluorescentes dures et bourdonnantes du centre d'accueil au-dessus de lui semblaient froides et indifférentes alors que Rick se tenait là dans une combinaison orange délavée. Son identité, autrefois définie par son nom, avait désormais été remplacée par un numéro. L'empreinte digitale qui a remplacé sa signature a rappelé brutalement à quel point il était tombé. Les contrats de millionnaires, les apparitions de célébrités, les négociations ludiques, tout cela avait été réduit au bruit de lourdes portes qui se fermaient derrière lui. Rick n'était plus Rick Harrison, la star de la télévision. Il n'était qu'un autre numéro anonyme dans un système brutal conçu pour traiter durement quelqu'un reconnu coupable des crimes monstrueux qu'il avait commis. Les gardiens le savaient, les détenus le savaient et, plus tragiquement, Rick lui-même le savait. Quelques instants après son arrivée, les chuchotements ont commencé à circuler. La nouvelle s'est rapidement répandue et les prisonniers dont beaucoup avaient vécu une vie dévastée par des hommes comme lui le regardaient avec des regards froids et prédateurs. Dans ce monde, la célébrité ne mérite pas le respect, cela a peint une plus grande cible sur votre dos. La première nuit de Rick en prison a été tout simplement brutale. Ses biens, sa dignité et toutes les illusions qu'il avait quant à un traitement spécial ont été rapidement dépouillés. Des repas lui ont été lancés et des insultes ont résonné dans les couloirs. Même les gardes, dont certains ont probablement regardé son spectacle il y a des années, ont trouvé une sombre satisfaction à voir les puissants tomber en disgrâce. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, Rick sentit la vive piqûre d'une botte dans ses côtes. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune accumulation, juste un assaut soudain et brutal. Un groupe de détenus, enhardi par son infamie et son esprit affaibli, avait décidé qu'il était temps de délivrer le premier message: dans cet endroit, vous ne bénéficiez pas d'un traitement de faveur. Dans cet endroit, tu saignes comme nous tous. Ce n'était que le début. Au fil des jours, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'homme qui évaluait autrefois des antiquités de valeur se retrouvait désormais confronté à du mal à rester debout. Son visage, gonflé par un autre passage à tabac brutal sous les douches, était un rappel grotesque de sa disgrâce. Les gardes détournèrent le regard, certains semblaient même l'encourager. Après tout, qui pourrait éprouver de la sympathie pour un homme qui a trafiqué des vies humaines dans un but lucratif? Les journées de Rick sont devenues un flou de peur, d'humiliation et de douleur. Les alliances en prison sont rares et Rick n'avait rien à offrir en échange de protection. Sa famille avait pris ses distances, ses anciennes costars étaient restées silencieuses et le public, autrefois amoureux de lui avait tourné le dos. Son nom était devenu synonyme de trahison, d'avidité et de cruauté. Chaque repas qu'il parvenait à avaler était comme une victoire. Chaque passage au chantier sans nouvelle contusion semblait être un triomphe. Mais c'étaient les nuits qui étaient vraiment dangereuses. Dormir était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Plus d'une fois, Rick s'est réveillé pour trouver sa couverture arrachée de son lit, des menaces sifflant à son oreille alors que d'autres essayaient de le tirer hors de sa couchette. Ce n'étaient pas des menaces vaines, c'était un avertissement. Dans ce monde, Rick n'était pas seulement méprisé, c'était un trophée. Pour de nombreux détenus, lui faire du mal n'était pas une vendetta personnelle, c'était une façon de reprendre le pouvoir et de se sentir à nouveau en contrôle. Puis vint l'ultime humiliation, une vidéo secrète commença à circuler dans toute la prison. Les images montraient Rick, recroquevillé sur le sol froid et dur de la salle de bain, le sang coulant de sa lèvre fendue alors que 3 hommes se tenaient au-dessus de lui en riant. Quelqu'un avait introduit clandestinement un téléphone et enregistré le tout, et en quelques heures, presque tous les détenus de l'établissement l'avaient vu.
La dignité de Rick, tout ce qu'il en restait, avait disparu. Sa disgrâce était complète. Il n'y aurait pas de récupération. À mesure que les contusions physiques s'accumulaient aux yeux noirs, côtes fêlées, point de suture fait par un codétenu se faisant passer pour un médecin, le bilan psychologique est devenu encore plus paralysant. La peur, constante et omniprésente, s'enracine dans son esprit. Chaque pas derrière lui semblait être le prélude à une autre attaque. Chaque regard d'un codétenu était porteur d'une menace tacite. Chaque nuit, il luttait pour conserver sa raison. Et pendant ce temps, Rick revivait les événements de sa vie. Comment en était-on arrivé là? L'argent, la renommée et l'adoration valaient-ils le prix horrible qu'il payait maintenant? Y a-t-il eu un moment, un choix qu'il aurait pu faire et qui aurait pu modifier son chemin? Ces pensées le hantaient plus que la douleur physique ne le pourrait jamais. Dans ces quelques instants de clarté, Rick s'accrochait à de minuscules rituels qui l'aidaient à survivre, compter les fissures dans les murs, mémoriser les marches menant de sa couchette à la cafétéria, réciter des lignes d'anciens épisodes de Étoiles de Pion comme s'il s'agissait de prières. Mais ces routines éphémères n'offraient que peu de réconfort face à la marée écrasante de violence et de haine qui l'entourait. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Rick pourrait ne pas purger sa peine. Les détenus en plaisantaient ouvertement, se demandant s'il finirait par se battre, s'il tomberait dans un escalier ou s'il serait retrouvé pendu dans sa cellule. Ce n'étaient pas des rumeurs vaines, dans un endroit où la vie est bon marché et où les rancunes sont éternelles, aucun de ces résultats ne semblait tiré par les cheveux. Pourtant, Rick a enduré. Non pas parce qu'il était fort, mais parce que la survie était le seul instinct qui lui restait. Dépouillé de sa richesse, de sa renommée et de son influence, Rick n'était plus qu'un homme qui se battait pour sa vie, jour après jour, heure après heure. À l'extérieur, le monde avait évolué. De nouveaux scandales avaient remplacé son nom à la une des journaux. De nouvelles célébrités étaient venues prendre sa place. Pour la plupart, Rick Harrison n'était rien de plus qu'un récit édifiant, un symbole d'avidité et d'arrogance incontrôlée. Mais entre les murs de cette prison, son histoire était loin d'être terminée. Chaque jour était une nouvelle bataille, chaque pas comportait un nouveau risque et chaque instant était un test de sa volonté. Au fil des mois, une vérité brutale est devenue claire, Rick Harrison a peut-être réussi à se sortir d'une mauvaise affaire dans le prêteur sur gage, mais il n'y a pas eu de négociation ici. Aucune offre. Pas de seconde chance. En prison, vous payez vos crimes par le sang, l'humiliation et le désespoir. Rick, chaque jour, en paie le prix. Sa dépendance croissante à l'égard de comptes offshore et d'accords louches pour optimiser ses revenus ou des décisions qu'il a prises sans considérer leurs conséquences a finalement conduit à sa chute. Tout a commencé par un murmure, un ancien employé mécontent lançant de vagues accusations sur les pratiques commerciales de Rick. Mais bientôt, les forces de l'ordre ont commencé à enquêter sur ses relations internationales, ses fréquents voyages à l'étranger sous des prétextes douteux et ses liens avec des trafiquants connus se faisant passer pour des antiquaires. Les preuves dressent un tableau accablant. Les objets n'étaient pas seulement volés, mais passés en contrebande. Les accords n'étaient pas seulement louches, mais mortels. Et, pire encore, des personnes innocentes, vulnérables et désespérées ont été victimes de trafic via des réseaux que Rick a contribué à faciliter. Le premier raid contre son prêteur sur gage a été un spectacle, avec des hélicoptères survolant la zone et la police bouclant la zone. Les journalistes se sont bousculés pour se positionner derrière du ruban jaune, criant des questions auxquelles Rick a refusé de répondre alors qu'il était escorté menotté. La star de la télévision autrefois adorée était désormais confrontée à la réalité écrasante des conséquences de ses actes. Lors de son procès, l'accusation a dressé un portrait dévastateur de Rick. Il n'était pas qu'un participant passif à un réseau de trafiquants, il en était l'un des personnages clés. Les accusations de blanchiment d'argent étaient secondaires par rapport aux souffrances causées par sa cupidité. Les jurés ont écouté dans un silence stupéfait les témoins révélant comment Rick avait utilisé les ventes aux enchères d'antiquités et les transactions sur gage pour dissimuler des activités bien plus sombres, des enfants volés dans des zones de guerre et des femmes vendues comme esclaves. Le nom de Rick, autrefois associé à la chasse au trésor et à l'histoire, était désormais à jamais lié à un héritage d'une cruauté inimaginable. Aucune manœuvre juridique ne pourrait le sauver. Même les meilleurs avocats, les défenses les plus raffinées ou les plaidoyers de ses anciens fans n'ont pas pu effacer les preuves accablantes contre lui. Le jury a délibéré pendant moins d'une journée, sa décision étant rapide et inflexible. Le verdict fut sévère, brutal et unanime, coupable de toutes les charges retenues. Ce qui suivit fut moins une condamnation qu'une exécution publique, un règlement de compte dramatique et public. Les familles des victimes ont rempli la salle d'audience, leurs visages gravés de chagrin et de colère,
chacun d'entre eux étant un témoignage vivant des souffrances causées par Rick. Certains lui criaient des injures, la voix rauque d'émotion, tandis que d'autres pleuraient ouvertement, la douleur de leur perte trop insupportable. Rick restait immobile, le visage impassible, gardant peut-être encore l'espoir, aussi faible soit-il, qu'il pourrait s'en sortir par les moyens, qu'un accord, une négociation de plus, pourrait le sauver. Mais il était trop tard. Lorsque le juge a lu la sentence aux plusieurs peines à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, Rick n'a pas bronché. Peut-être n'en avait-il pas pleinement pris conscience, ou peut-être était-il insensible à l'idée qu'aucun mot, aucun charme ne parviendrait à annuler les conséquences de ses actes. Lorsque l'huissier lui a placé des menottes en métal froid autour des poignets, cela est devenu réel. Il n'y aurait aucun réveil de ce cauchemar. Dans les mois qui ont suivi, Las Vegas s'est efforcé d'effacer complètement la présence de Rick. Les panneaux d'affichage sont tombés sans un mot. Sa marchandise a été retirée des rayons des magasins. Son émission, autrefois le visage de la joyeuse télé-réalité américaine, a disparu des ondes, une tâche qu'aucune chaîne n'était prête à reconnaître. Même ceux qui le traitaient autrefois d'ami lui ont tourné le dos, émettant des déclarations de trahison et d'incrédulité. Rick Harrison, autrefois une figure bien aimée, était désormais radioactif. Pendant un bref instant, son nom est resté seulement en arrière-plan des médias, un récit édifiant a été lancé chaque fois qu'un prochain scandale de célébrité a éclaté. « Tu te souviens de Rick Harrison » demanderait-il. Il avait tout et il a tout jeté. Mais pour Rick, la véritable punition ne faisait que commencer. Il n'entrait plus dans les pièces et n'imposait plus le respect qu'il tenait autrefois pour acquis. Fini les deals, les fans adorateurs, le style de vie luxueux. Tout ce qui restait était une petite cellule sombre de 6x8 pieds, une couverture en lambeaux et la conscience écrasante qu'il avait créé cet enfer, une décision égoïste à la fois. En prison, Rick n'était plus le célèbre prêteur sur gage et star de télé-réalité. Il s'agissait du détenu 47329B. Et ce numéro ne comportait aucun privilège, seulement des menaces. Chaque couloir semblait murmurer sa chute. Chaque rencontre douloureuse nous rappelait que plus l'ego était grand, plus la chute était dure. Et Rick Harrison était tombé plus durement que la plupart. La question n'était plus jusqu'où il tomberait, il avait déjà touché le fond, mais combien de temps il pourrait survivre dans un monde où la gloire était une condamnation à mort et l'infamie une invitation quotidienne à la violence. Sa nouvelle réalité reflétait tous ses défauts, chaque mensonge, chaque trahison et chaque accord conclu dans l'ombre. Pas de caméra, pas de montage pour adoucir le désordre. Juste des jours interminables de souffrance et la connaissance indéniable que tout cela était de sa faute. Rick, autrefois roi de son domaine, avait tout mis en gage, sa liberté, sa réputation, son héritage, et il n'y avait aucun moyen de tout racheter. C'était un mardi matin calme lorsque Las Vegas s'est réveillé avec un spectacle qui allait envoyer une onde de choc à travers le pays. Pour Rick Harrison, cette journée a commencé comme n'importe quelle autre, du moins c'est ce qu'il semblait. La nuit précédente, il avait organisé un petit rassemblement dans l'une de ses demeures à la périphérie de la ville. Le whisky coulait à flot et les blagues sur les entreprises commerciales à venir, imprégnées de criminalité, remplissaient l'air. Pour son entourage, Rick était toujours l'image du succès, un homme d'affaires avec une carrière florissante dans la télé-réalité. Mais en coulisses, les murs se refermaient. Alors que le soleil commençait à se lever sur l'horizon du désert, des agents fédéraux étaient déjà sur place, prêts à frapper. L'arrestation a été orchestrée avec une précision militaire. Des SUV banalisés et des agents armés ont inondé le domaine de Rick avant les premières lueurs du jour. Les voisins regardaient dans un silence stupéfait, à travers leur store, les agents faire irruption dans la propriété, les armes au poing, leurs ordres durs et clairs. En quelques minutes, Rick a été tiré de son lit, pieds nus, désorienté et menotté. La maison, autrefois monument de richesse et d'excès, a été minutieusement pillée. Des documents, des disques durs et des coffres-forts ont été confisqués comme preuve potentielle. Des hélicoptères de presse ont survolé le ciel, diffusant des images en direct de Rick, son visage mêlé de choc et d'incrédulité, alors qu'il était emmené menotté. Ce n'était pas un homme préparé à sa chute. Ce n'était pas un homme qui aurait jamais imaginé payer le prix de ses actes. Les accusations étaient stupéfiantes, trafic d'êtres humains, complot en vue de commettre un trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, racket, fraude électronique et entrave à la justice. Chaque accusation, à elle seule, pourrait détruire la vie d'une personne. Ensemble, ils ont révélé toute l'étendue de l'empire de Rick, un empire construit non pas sur de simples accords louches mais sur l'exploitation et la souffrance des plus vulnérables.
La photo de réservation de Rick a fait la une des journaux en quelques heures. Le sourire autrefois suffisant qui était si familier à des millions de téléspectateurs avait disparu, remplacé par un regard creux et résigné. Les forums en ligne ont explosé. Certains fans ont tenté de le défendre, s'accrochant au personnage qu'ils avaient adoré. D'autres, et bien d'autres, ont déclenché des années de colère réprimée, de trahison et d'incrédulité. Dans les jours qui ont suivi son arrestation, de nouvelles victimes se sont manifestées et de nouvelles preuves ont fait surface. Virements électroniques, courriels, enregistrements secrets, les procureurs ont bâti un dossier inattaquable contre lui. Et puis, au milieu du procès, ils ont largué une bombe, un registre manuscrit, découvert dans un coffre-fort caché sous la propriété de Rick. Dans l'écriture indubitable de Rick se trouvaient des entrées détaillées, dates, montants des transactions et annotations horribles. Femmes, hommes, enfants. Le grand livre dressait le portrait effrayant d'un homme qui n'était pas seulement impliqué, il était le cerveau, tenant des registres méticuleux comme si les vies humaines n'étaient qu'une marchandise parmi d'autres à échanger. La défense a tenté de discréditer le registre, mais les experts légistes ont confirmé son authenticité. Les arguments de l'accusation se renforçaient chaque jour et, à la fin du procès, le verdict était inévitable. En moins de 5 heures de délibération, le jury est revenu avec une décision unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. L'impact a été immédiat et viscéral. Les familles des victimes ont pleuré de soulagement, certaines s'enlaçant, tandis que d'autres restaient assises dans un silence stupéfait, submergées par la gravité du moment. Rick, assis sur sa chaise, semblait enfin comprendre l'ampleur de sa chute. Les remarques du juge sur la détermination de la peine étaient cinglantes, la trahison de Rick envers la confiance du public, son manque de remords et les dommages irrévocables causés à d'innombrables vies. Rick Harrison a été condamné à plusieurs peines consécutives à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. L'image de lui emmené enchaîné deviendrait une image déterminante de sa disgrâce. Dans les semaines qui suivirent, son monde s'effondra encore davantage. Les entreprises commerciales se sont évaporées. Des biens ont été saisis. Ses amis ont disparu. Même sa famille, dans une déclaration soigneusement rédigée, a pris ses distances avec lui. Le nom de Rick, autrefois synonyme de négociations excentriques et du charme de la télé-réalité, était devenu un symbole de la profondeur du mal qui pouvait se cacher derrière un sourire familier. Et alors qu'il était assis seul dans sa cellule, tout le poids de ses actions et de sa vie s'est effondré. Il n'y avait plus moyen d'y échapper désormais. Personne ne pouvait le sauver de l'enfer qu'il s'était créé. La révélation de la salle d'audience n'a pas seulement dévasté la carrière de Rick Harrison, cela a complètement brisé le mythe soigneusement construit qui avait autrefois fait de lui un nom connu. Ce qui a suivi était une réalité sombre et impitoyable que personne n'aurait pu prévoir, pas même ses proches. Alors que Rick était assis isolé dans sa cellule de prison, son ancien monde, celui qu'il avait façonné avec charme, esprit et négociations stratégiques, échappait à son contrôle. Les caméras, autrefois compagnons constants, avaient disparu depuis longtemps. Les fans qu'il adorait n'étaient désormais plus qu'un lointain souvenir. Ce qui restait, c'était le poids écrasant de sa culpabilité, le bourdonnement constant des témoignages passés qui résonnaient à ses oreilles et l'insupportable vérité selon laquelle il avait orchestré sa propre chute. Les portes de la prison, dressées comme un sinistre monument à tout ce dont Rick avait autrefois cru qu'il était intouchable, se dressaient devant. Ce n'était pas un centre de réadaptation ou une prison tranquille à sécurité minimale pour les célébrités tombées en disgrâce. Non, c'était le monde dur et impitoyable d'un établissement à sécurité maximale, un lieu conçu non pas pour offrir du confort, mais pour briser le moral. Le trajet jusqu'à la prison fut étrangement calme. Il n'y avait pas de frénésie médiatique, pas de caméras qui clignotaient, pas de foule de journalistes criant des questions. Seulement le bourdonnement mécanique du fourgon blindé et le cliquetis des chaînes alors que le véhicule se bousculait sur la route caoteuse. À l'intérieur de la camionnette, Rick était assis entre deux codétenus, qui le regardaient tous deux avec un mélange de dégoût et d'amusement. Il savait qui il était. Tout le monde l'a fait. Mais ce que Rick n'avait pas encore compris, ce qu'il commençait tout juste à réaliser, c'était qu'ici, la célébrité n'avait pas d'importance. Cela n'a fait que faire de lui une cible supplémentaire. Lorsque la camionnette a finalement franchi les portes de la prison, Rick a senti une immense vague de peur lui serrer le ventre. Des murs imposants surmontés de barbelés déchiquetés encerclaient l'enceinte, tandis que des gardes vigilants dans les tours regardaient en bas avec des yeux froids et détachés. Les portes s'ouvrirent en grinçant et Rick, toujours enchaîné et humilié, fut introduit dans le ventre de la bête, chaque pas rappelant qu'il n'était plus l'homme qu'il était autrefois.
L'admission a été un processus brutal. Dépouillé de ses effets personnels et de sa dignité, Rick a été soumis à des fouilles invasives et a aboyé des ordres de garde qui l'ont méprisé. Il n'y avait ici aucun privilège spécial pour la célébrité déchue au pas de sourire, pas d'offre de faveur. Rick Harrison, autrefois star d'une émission de télévision populaire, n'était plus qu'un criminel parmi d'autres, un autre corps à traiter, catalogué et oublié. Après avoir enduré les procédures froides et impersonnelles, on lui a remis une combinaison orange fournie par la prison, raide et inconfortable contre sa peau. Au fur et à mesure qu'il l'enfilait, le poids de sa nouvelle identité s'installait sur lui comme un lourd linceul. Il n'était plus Rick Harrison, homme d'affaires et personnalité de la télévision. Il était désormais le détenu 47329B. Le chemin jusqu'à son bloc cellulaire a été une épreuve d'humiliation incessante. D'autres prisonniers étaient alignés dans les couloirs étroits, certains criant des insultes, d'autres se contentant de regarder avec des yeux froids, calculant comment ils pourraient exploiter sa faiblesse. La nouvelle de ces crimes infâmes s'est répandue comme une traînée de poudre à l'intérieur des murs de la prison, et Rick, autrefois figure de pouvoir, était désormais l'un des détenus les plus méprisés. Pour beaucoup, ces crimes étaient pires qu'un meurtre. Pour eux, il était un prédateur, un trafiquant de vies humaines. En passant devant, ils pouvaient sentir le mépris irradier de toutes les directions. Des murmures le suivirent comme un nuage sombre. Certains détenus l'ont menacé ouvertement, d'autres riaient cruellement, savourant l'instant. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors que tous ses instincts lui criaient de fuir, de courir, de s'échapper. Mais il n'y avait pas moyen d'échapper à cet endroit. La cellule assignée à Rick n'était guère plus qu'une pièce humide et délabrée nichée dans l'une des sections les plus anciennes de la prison. Les murs étaient fissurés et tachés, le matelas n'était guère plus qu'un mince matelas criblé de brûlures de cigarettes et de taches étranges et indescriptibles. Des toilettes rouillées se trouvaient dans un coin, puant l'urine. Une seule ampoule vacillante projetait une lueur jaune maladive à travers la pièce, rendant tout encore plus claustrophobe. Son compagnon de cellule, un homme massif et tatoué nommé Moral, n'a pas parlé lorsque Rick est entré. Au lieu de cela, il se contenta de fixer Rick avec un regard fixe, l'évaluant comme un boucher évaluant un morceau de viande. Rick, essayant toujours de conserver un semblant de dignité, tenta de lui offrir une salutation ou une poignée de main, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'expression de Moral était claire, n'essaie même pas. Cette nuit-là, Rick resta éveillé sur sa couchette, trop terrifié pour dormir, les bruits de la prison au lit grinçant, cris lointains et cliquetis métalliques résonnant dans son esprit comme des coups de feu. Le sommeil était un rêve lointain. Ses pensées tournaient en cercle sans fin, passant de la colère à la terreur et à l'incrédulité. Comment en était-on arrivé là? Comment lui Rick Harrison, le roi de l'accord, le maître négociateur s'était-il retrouvé ici, déchu de tout pouvoir et de toute dignité? La première véritable attaque a eu lieu le deuxième jour. Rick avait essayé de se fondre dans la masse, de garder la tête baissée dans la cafétéria tout en mangeant cette boisson peu appétissante qui passait pour de la nourriture. Un plateau lui a soudainement heurté l'arrière de la tête, et avant qu'il ait pu réagir, un groupe de détenus l'a entouré, le bousculant, lui donnant des coups de pied et se moquant. Rick s'est effondré au sol, le vent l'a coupé. Les coups pleuvaient de toutes parts, les poings, les bottes, les coudes. Les gardes n'ont rien fait. Ils laissaient les détenus s'amuser, observant de loin, attendant de voir quels dégâts ils pourraient infliger. Au moment où ils ont finalement éloigné Rick, il était à peine conscient. Du sang coulait d'une lèvre fendue et son œil était déjà enflé et fermé. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration. Mais ce n'était pas la douleur physique qui piquait le plus, c'était la honte. La réalité brutale que, dans cet endroit, il était complètement et totalement impuissant. Rick passa les 2 jours suivants à l'infirmerie, soignant ses blessures sous les soins indifférents du personnel médical de la prison. Il n'y a eu aucune excuse, aucune inquiétude, juste une froide efficacité. Après tout, Rick n'était qu'un autre corps dans une mer de corps. Lorsqu'il revint au bloc cellulaire, les chuchotements recommencèrent. Cette fois, ils étaient mêlés à quelque chose de nouveau, le mépris. L'homme qui avait autrefois dominé les clients, qui avait attiré l'attention avec sa langue acérée et ses offres encore plus pointues, était désormais officiellement considéré comme faible. La survie est devenue le seul objectif de Rick. Il apprit rapidement quels détenus éviter, ceux dont les yeux brillaient de méchanceté, ceux qui chuchotaient et riaient à son passage. Il a appris à manger vite, à toujours se tenir dos au mur, à ne jamais baisser la garde. Il dormait avec un œil ouvert, cachant le peu de bien qui lui restait sous son matelas. Mais malgré toute sa prudence, les attaques se sont poursuivies.
Agression physique ou bousculade, coups de poing, menaces dans les douches et tourments psychologiques ou effets personnels volés, photos dégradées, messages cruels griffonnés sur les murs de sa cellule. Chaque jour, un peu plus de sa fierté, de sa dignité et de son espoir était ébréché. Rick a essayé de riposter. Il a déposé des plaintes, demandé une détention préventive, voire demandé un transfert, mais le système pénitentiaire était indifférent. Ses appels sont restés sans réponse. Pour les gardiens, Rick n'était qu'un autre détenu avec lequel il fallait s'occuper, ni plus, ni moins. Pour beaucoup de prisonniers, il méritait tout ce qui lui arrivait. Il n'a pas fallu longtemps avant que Rick apprenne que des paris étaient placés sur sa durée. Est-ce qu'il craquerait sous la pression? Se déchaînerait-il dans un accès de rage, lui valant des représailles brutales? Les options étaient infinies et aucune d'entre elles ne s'est bien terminée. Chaque jour en prison devenait une marche lente et incessante à travers un cauchemar. Réveillez-vous, survivez au petit déjeuner, survivez au loisir, survivez au dîner, survivez à la nuit répétée. L'espoir, cette émotion fragile et dangereuse, est devenue un lointain souvenir. Rick a arrêté de rêver à des appels ou à une libération anticipée. Au lieu de cela, il se concentrait uniquement sur la survie de la minute suivante, de la prochaine respiration, de la prochaine étape. Ce n'était pas vivre. Cela existait. De temps en temps, Rick apercevait l'homme qu'il était, son reflet dans un miroir de salle de bain crasseux ou une image fugace sur un écran de télévision. Une fois, une rediffusion de Étoile de Pion a clignoté sur l'écran, et pendant un instant, Rick s'est vu, l'homme d'affaires confiant, le négociateur inébranlable. Mais avant que quiconque puisse remarquer les larmes qui lui montaient aux yeux, il se détourna. Cet homme avait disparu, effacé par la brutale réalité de sa nouvelle vie. Rick Harrison n'était plus une célébrité. Il n'était plus un homme d'affaires. Aux yeux de ses co-détenus, il n'était rien. Une cible. Une blague. Un récit édifiant. Et au fond, Rick savait qu'il méritait tout cela. La prison l'avait brisé d'une manière qu'aucun passage à tabac, aucune humiliation, aucune douleur physique ne pourrait jamais égaler. C'était implacable, impitoyable et inévitable. Et ce n'était que le début. La vie en prison est rapidement devenue une sombre routine pour Rick. Les matinées commençaient à 5 heures précises, avec le fracas assourdissant des portes en acier qui résonnaient dans les couloirs, signalant le début d'une autre journée dans ce lieu impitoyable. Pour Rick, ce son était le symbole de sa nouvelle existence. Chaque jour était une bataille pour la survie. Il n'y avait ici aucune place pour la faiblesse, aucune possibilité de négociation, aucune possibilité de cacher la vérité. Le petit déjeuner en prison était une agression écrasante pour les sens. Des centaines de détenus étaient entassés dans le réfectoire comme du bétail, l'air étant chargé d'une odeur âcre de sueur, de peur et de désespoir. La nourriture n'était guère plus qu'une blague cruelle, des flocons d'avoine à queue et sans saveur certains matins, des œufs caoutchouteux et peu appétissants d'autres. Pourtant, Rick l'a forcé à le faire. Il mangeait rapidement, se positionnant toujours dos au mur, ses yeux à l'affût des menaces. Le malaise de la pièce était palpable, des murmures, des regards et parfois des notes grossières laissées sur son plateau, des dessins de nœuds coulants, de couteaux ou pire encore. Les gardes, indifférents à la cruauté qui se déroulait quotidiennement, ont fermé les yeux. Ils avaient vu pire, ils avaient sanctionné le pire. Une fois le petit déjeuner terminé, les détenus ont été répartis en groupes de travail. Rick, désormais réduit à accomplir les tâches les plus humiliantes, s'est vu confier des tâches de concierge. Il a récuré les toilettes, nettoyé les taches de sang sur le sol et vidé les poubelles débordant de crasse et de pourriture. Le travail était physiquement éprouvant, mais c'était aussi une forme de punition, un rappel constant de l'ampleur de sa chute. Rick, qui a vécu autrefois une vie de richesse et d'influence, marchandant des artefacts inestimables, raclait désormais les déchets humains sur les sols en béton sous le regard ennuyé des gardes qui renversaient souvent son seau à vadrouille pour leur propre amusement. Psychologiquement, le travail était encore plus épuisant. Les détenus lui ont lancé des insultes, utilisant des mots trop ignobles pour qu'il puisse les répéter, le narguant avec des chaînes au passage. Certains ont dégradé les murs avec des graffitis grotesques, lui rappelant constamment les crimes qu'il avait commis. Rick a vite compris que toute manifestation de colère, de peur ou d'humiliation ne faisait qu'alimenter le tourment. Plus il en montrait, plus il s'en réjouissait. Il a alors appris à porter un masque d'indifférence, à baisser le regard et à se déplacer dans la prison comme un fantôme, invisible et silencieux, faisant tout ce qu'il pouvait pour ne pas attirer l'attention. Les après-midi, autrefois un bref répit, devenaient insupportables.
Après le travail, les détenus étaient relâchés dans la cour, ce qui était ironiquement appelé « récréation ». Pour Rick, c'était un champ de bataille. Certains jours, la violence était physique, une poussée dans la terre, un coup de poing lui fendant la lèvre, un coup de pied dans les côtes alors que les gardes ne regardaient pas. D'autres fois, la violence était plus insidieuse, psychologique, des menaces lui murmuraient à l'oreille, des dessins grossiers de sa disparition gravés sur les murs, des rumeurs circulaient sur sa tête mise à prix. Un après-midi, Rick a découvert un surin rudimentaire caché parmi son linge. C'était une plaisanterie malsaine ou, peut-être, un avertissement. Le message était clair, protégez-vous ou mourrez. Mais Rick, négociateur de métier, n'était pas un combattant. Ses compétences au parler, négocier n'avaient aucune valeur ici. Il ne savait pas comment se protéger. Chaque nuit, il rentrait dans sa cellule plus meurtri et brisé que la nuit précédente au boitant, se tenant une côte meurtrie, saignant toujours quelque part. Morale, son compagnon de cellule, est resté totalement indifférent. Rick était en dessous de lui, hors de propos, indigne de toute reconnaissance. Et ainsi, les nuits ont suivi le même schéma, un dîner froid et sans goût servi dans des plateaux battus qui avaient eux-mêmes connu des décennies de violence. Rick a rapidement préparé sa nourriture, toujours en alerte, prêt à sauter et à bouger à tout moment. Il avait mémorisé l'emplacement des caméras, les routines des gardiens et les innombrables angles morts de la prison. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. La prison était vaste et les dangers étaient partout. Lorsque les lumières s'éteignaient et que les détenus étaient enfermés dans leurs cellules pour la nuit, Rick comptait souvent les secondes, s'accrochant désespérément à l'espoir que le sommeil pourrait lui apporter un certain soulagement. Mais le sommeil n'était pas un refuge. Plus d'une fois, il s'est réveillé pour retrouver son matelas ouvert, ses quelques biens volés ou des messages ignobles griffonnés sur les murs de sa cellule. Un jour, il s'est réveillé et a trouvé un sac en plastique à mi-hauteur au-dessus de sa tête, luttant pour respirer, son compagnon de cellule feignant de dormir à quelques mètres seulement. C'était un message, une menace, un aperçu des horreurs à venir s'il baissait jamais sa garde. Les nuits sont devenues des champs de bataille. Le sommeil, autrefois une évasion naturelle, est désormais devenu une source d'anxiété. Rick ne pouvait plus se détendre complètement. Il dormait par courtes périodes, peu profondes, ses sens toujours en alerte, son esprit étant constamment à l'écoute des bruits de pas ou du rap d'une lame. L'isolement lui pesait autant que la violence. Les jours se sont transformés en semaines et Rick n'a reçu aucune visite. Pas de lettre. Aucun appel. Sa famille l'avait abandonné et il devait faire face à la profonde solitude de son existence. Il pensait souvent aux personnes qu'il avait blessées, pas seulement aux victimes de ses crimes, mais aux innombrables autres dont il avait trahi la confiance, les employés, les fans, et même sa propre famille. Son poids l'écrasa, le laissant à bout de souffle, submergé par les crises de panique qui le saisissaient dans l'obscurité. Il y a eu des moments où le désespoir devenait dévorant, où l'idée d'en finir avec tout cela semblait être la seule issue. La prison n'offrait aucun conseil, aucun soutien en matière de santé mentale. Ici, la survie était le seul objectif. Personne ne se souciait de savoir si vous aviez survécu ou non. Mais d'une manière ou d'une autre, Rick a continué non pas par espoir, mais par inertie obstinée. Un pied devant l'autre, une misérable respiration à la fois. La routine n'a jamais changé, le réveil matinal, le petit déjeuner humiliant, le travail déshumanisant, les récréations violentes, le dîner insipide et les nuits terrifiantes. Sa vie avait été réduite à sa forme la plus brute, une existence brutale où le seul choix était d'endurer ou de mourir. Il ne restait plus aucun rêve, aucun fantasme de rédemption ou d'évasion. Ceux-ci lui avaient été expulsés depuis longtemps, remplacés par la dure réalité de la survie. Rick Harrison, autrefois un homme qui gagnait sa vie en évaluant des trésors et en marchandant des objets inestimables, se retrouve désormais au milieu d'une histoire bien plus sombre. Une histoire de chute si complète, si absolue, qu'elle ne laissait aucune place à la rédemption. Chaque nouveau lever de soleil était une malédiction. Chaque coucher de soleil, une victoire creuse. C'était son monde désormais, et il était impitoyable. Il n'a pas fallu longtemps à Rick pour comprendre que survivre en prison ne consistait pas seulement à garder la tête baissée et à éviter les bagarres. Non, ici, la survie était un jeu brutal, un jeu où la violence était la monnaie, la peur l'arme et l'humiliation une réalité quotidienne. Au cours de son premier mois, Rick est devenu un homme marqué, non pas pour ce qu'il avait été, mais pour ce qu'il représentait désormais, la disgrâce, la faiblesse et les crimes qui lui avaient valu la haine de son entourage. Dans la hiérarchie brutale de la prison, ces crimes le plaçaient au bas de l'échelle,
juste au-dessus des prédateurs d'enfants et des informateurs, deux groupes qui avaient généralement une vie courte et violente à moins d'avoir la chance de se retrouver en détention protectrice. Rick n'avait pas ce luxe. Dès son arrivée, il a été plongé dans les jeux sauvages auxquels les détenus jouaient pour survivre, pour affirmer leur domination ou simplement pour passer le temps aux dépens de quelqu'un d'autre. Chacun de ses mouvements était scruté. Toutes ses faiblesses ont été exploitées. Et il y avait beaucoup de faiblesses. L'extorsion a commencé presque immédiatement. Au début, il s'agissait de petites choses, ses portions de nourriture disparaissaient mystérieusement, ses articles de toilette disparaissaient. Sa couchette était régulièrement saccagée, ne lui laissant rien d'autre que les vêtements sur son dos et le mince matelas sous lui. Les détenus passaient par là, exigeant des choses comme du savon, des nouilles ramen et même des piles, des articles que Rick n'avait même pas encore. S'il refusait, les menaces s'intensifiaient. Un jour, 2 détenus l'ont coincé dans la buanderie, sans crier, mais en laissant leurs actions parler plus fort que les mots. L'un l'a attrapé par le col et l'a projeté contre les séchoirs industriels, tandis que l'autre lui pressait le ventre avec une brosse à dents aiguisée. Le message était clair, payer ou saigner. Rick n'avait rien à donner. Pas d'aide extérieure, pas de crédit d'intendance, pas d'alliés. Il était aussi en faillite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les coups sont devenus plus fréquents et plus brutaux. Un soir, après le dîner, Rick fut pris dans une embuscade près des douches. Ils l'ont fait trébucher, l'ont jeté au sol, puis ont déclenché un assaut brutal. Sa tête cogna contre le carrelage. Ses côtes craquèrent sous un coup de pied sauvage. L'un d'eux a même uriné sur lui alors qu'il était hébété et brisé. Rick a rampé jusqu'à sa cellule cette nuit-là, chaque centimètre de lui étant meurtri et saignant. Moral, son compagnon de cellule, n'a rien dit. Le silence entre eux en disait long. Rick était à l'origine de cela. Et dans les jours qui ont suivi, l'humiliation n'a fait que s'aggraver. La rumeur s'est rapidement répandue selon laquelle Rick était une proie facile, et bientôt les détenus ont commencé à inventer des jeux autour de sa souffrance. Certains crachaient sur sa nourriture et le mettaient au défi de la manger. D'autres le faisaient trébucher dans la cour et pariaient sur le temps qu'il lui faudrait pour se relever. Parfois, ils l'obligeaient à réciter de vieux slogans de son émission télévisée, juste pour se moquer de l'homme qu'il avait été autrefois. Les gardes n'ont rien fait. On a même ri. L'estime de soi de Rick, déjà brisée, a commencé à s'éroder complètement. Il ne reconnaissait plus l'homme qu'il était devenu, celui qui obéissait à tous les ordres, qui tressaillait à chaque bruit, qui vivait dans une peur constante. Et pourtant, l'extorsion a continué. Les détenus réclamaient davantage, des hommages, des cigarettes, des faveurs. Quand Rick n'avait plus rien à donner, ils inventèrent des punitions. Un jour, ils l'ont déshabillé et l'ont enfermé dans un placard à balai pendant des heures, riant tandis qu'il frappait à la porte, suppliant de pouvoir sortir. Une autre fois, ils lui ont rasé la tête avec un rasoir sale, scandant des insultes tout en laissant son cuir chevelu ensanglanté et à vif. Les gardes, lorsqu'ils prenaient la peine d'intervenir, ne faisaient qu'encourager les tourments. La règle non écrite de la prison était simple, si l'on était suffisamment détesté, on devenait un divertissement. Rick, avec sa célébrité et ses crimes, était le spectacle parfait. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles les gardes pariaient sur la durée de vie de Rick, s'il se briserait, s'il riposterait ou s'il finirait par se suicider. Chaque jour enduré par Rick devenait un autre jour dans une cruelle loterie de souffrances humaines. Il se sentait craquer sous le poids de tout cela, la lente et inévitable érosion de son esprit, de son âme et de son identité même. La nuit, enfermé dans la petite cellule nauséabonde avec Moral, Rick ne trouvait pas la paix. Son compagnon de cellule hésitait entre l'ignorer ou le menacer, selon son humeur. Certaines nuits, Moral s'asseyait sur la couchette inférieure, affûtant un morceau de métal pendant des heures, regardant Rick avec un sourire narquois qui en disait long. C'était un rappel silencieux de ce que Rick était devenu, un homme brisé, piégé dans un monde qu'il avait lui-même créé, sans issue. Rick était parfaitement conscient que ce n'était qu'une question de temps avant que Moral n'agisse sur les menaces silencieuses qui avaient été gravées dans ses sourires narquois. Alors que les jours avançaient, le désespoir poussa Rick à prendre des décisions dangereuses. À plusieurs reprises, il a tenté de s'aligner sur les groupes les plus faibles à l'intérieur de la prison, dans l'espoir que leur nombre lui apporterait une certaine sécurité. Mais dans ce monde brutal, les alliances étaient éphémères, formées uniquement lorsqu'elles servaient un objectif immédiat et se brisaient souvent tout aussi rapidement. Personne, semble-t-il, n'était prêt à risquer sa propre vie pour protéger quelqu'un d'aussi méprisé que Rick Harrison. Même les groupes religieux,
qui constituent généralement un refuge pour les perdus et les brisés, lui ont tourné le dos. Il est devenu clair que la rédemption avait ses limites. Ainsi, Rick a fait la seule chose qu'il pouvait pour survivre, il est devenu invisible. Il a arrêté de parler à moins qu'on lui parle. Il gardait la tête baissée et les yeux fixés sur le sol, obéissant à tous les ordres, aussi dégradants ou humiliants soient-ils. Rick a appris à lire la pièce comme un survivant, détectant les signaux subtils, souvent inaperçus, qui signalaient un danger imminent, les visages serrés, un silence soudain qui semblait trop lourd, un changement de posture ou un mouvement de pied qui était un avertissement de violence à venir. Pourtant, même dans sa tentative désespérée de se fondre dans le décor, il n'a pas pu échapper aux coups brutaux. Il venait sporadiquement, dans les douches, où le bruit de l'eau qui s'écoulait masquait les coups portés sur son corps, ou dans la buanderie, où les gardiens fermaient les yeux. Il y a même eu un moment, dans la bibliothèque, où un livre lourd lui avait frappé la tête, lui fendant le cuir chevelu. Finalement, Rick a arrêté de tenir compte de ses blessures. Elles devinrent floues, des bleus empilés sur des bleus, de nouvelles blessures enfouies sous des cicatrices. La douleur grinçante, constante et inflexible, est devenue sa nouvelle norme. Mais même ainsi, une petite partie de Rick refusait de se laisser complètement écraser. Ce n'était pas l'espoir qui le maintenait en vie qui s'était évanoui depuis longtemps mais un pur instinct de survie obstiné. Une partie primordiale de lui refusait de laisser ses bourreaux le voir briser. Il a enduré chaque passage à tabac, chaque insulte, chaque humiliation, s'accrochant à peine à la vie. Et dans ces moments calmes et solitaires, tard dans la nuit, lorsque la prison tombait dans un bourdonnement sourd, Rick restait éveillé, fixant le plafond fissuré de sa cellule et murmurant des excuses aux personnes à qui il avait fait du tort. Il n'entendrait jamais ces excuses, et il savait qu'il ne lui pardonnerait jamais, mais il les présenta quand même. Dans ces murmures désespérés, il trouva le moindre écho de l'humanité qui résidait encore en lui. Ce n'était pas une rédemption, et ce n'était certainement pas un pardon, mais c'était quelque chose. Et dans un endroit comme celui-ci, même le plus petit scintillement de quelque chose n'importe quoi suffisait à le maintenir en vie. Beaucoup d'hommes autour de lui avaient souffert bien pire que ce que Rick aurait pu imaginer. Certains avaient des sœurs, des filles ou des mères victimes de traite. Certains avaient eux-mêmes été des victimes, la proie lorsqu'ils étaient enfants de monstres qui considéraient la vie humaine comme rien de plus que des marchandises. Pour eux, Rick n'était pas simplement un criminel. Il était l'incarnation de chaque douleur, de chaque trahison, de chaque cicatrice qu'il portait. Leur colère envers lui n'était pas seulement profonde, c'était juste, presque sain dans son intensité. Au moment où Rick a été intégré à la population carcérale générale, les chuchotements ont commencé. Pas des murmures de curiosité, mais des murmures de haine. Certains détenus marmonnaient des injures dans leur barbe, tandis que d'autres souriaient avec une sombre satisfaction, anticipant déjà la violence qu'ils allaient bientôt lui infliger. Rick pouvait le sentir dans l'air, il n'était plus considéré comme un homme, mais comme un symbole de tous les torts qui avaient jamais été commis. Un détenu, un homme nerveux avec une cicatrice déchiquetée sur la joue, a résumé la situation un après-midi alors que Rick essayait de garder ses distances dans la cour. Appuyé contre la clôture, il a dit assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre, les trafiquants sont inférieurs aux rats. Ils vendent des enfants, des femmes, ils vendent des âmes. Il n'y a pas de retour possible. Les autres acquiescèrent, chacun aussi résolu que lui. Dans cet endroit, certains crimes étaient considérés comme impardonnables, et la traite des êtres humains figurait en tête de liste. Mais il ne s'agissait pas seulement d'attaques physiques auxquelles Rick était confronté, il s'agissait également d'une guerre psychologique. Chaque interaction, chaque regard qui passe portait un message. Tu n'as pas ta place ici. Tu es en dessous de nous. Tu n'es pas humain. Les gardes, ceux qui étaient censés maintenir la paix, fermaient souvent les yeux sur la souffrance d'hommes comme Rick. Certains l'ont même encouragé, comme si son tourment était mérité. Dans ce monde tordu, sa douleur n'était pas simplement acceptée, cela était considéré comme une justice. Rick a vite compris que, dans cet endroit, tout acte de gentillesse était un piège. Un jour, un détenu lui a offert une cigarette, un geste de convivialité rare. Désespéré de tout semblant de connexion humaine, Rick a accepté. Dès que la cigarette est passée dans sa main, le détenu a souri froidement et a dit « C'est un paiement, prêteur sur gage. Vous venez de vous acheter. » En quelques secondes, la situation a dégénéré, une agression calculée et humiliante. Des bousculades, des gifles, des insultes et des crachats. La cigarette a été écrasée sous les pieds, symbole de la cruauté qui avait pris racine dans le monde de Rick. Aucun acte de gentillesse ne sera jamais gratuit.
Tout était une transaction, et chaque geste d'humanité se retournerait contre lui. L'isolement est devenu le seul refuge de Rick, mais c'était un bouclier fragile. Cela n'offrait que peu de protection contre les tourments plus profonds et insidieux qui venaient de l'intérieur. La nuit, lorsque le bruit de la prison s'est calmé pour devenir un bourdonnement menaçant, Rick restait éveillé, hanté par les visages de ceux à qui il avait fait du tort. Qu'ils soient réels ou imaginaires, leurs visages flottaient devant lui et il fut contraint d'affronter la nature monstrueuse de ses propres actions. La prison l'avait dépouillé de tout, de sa richesse, de sa renommée, de sa dignité. Mais c'est la haine des autres détenus qui l'a dépouillé de quelque chose de plus profond encore, l'illusion qu'il était tout sauf un monstre. Il n'y avait pas de pardon ici, pas de seconde chance. Dans un monde où survivre signifiait accepter la violence, même les meurtriers et les voleurs méprisaient Rick avec un juste dégoût. Chaque instant de douleur, chaque insulte, chaque passage à tabac lui rappelait une vérité qui résonnait dans les salles de prison comme une malédiction, certains crimes sont irréparables. Rick avait autrefois construit un empire sur l'image de l'unité familiale. Les caméras de Étoile de Pion l'avaient dépeint comme le patriarche, guidant une équipe soudée, un adorable mélange de personnalités qui a attiré des millions de téléspectateurs. Pour le monde, Rick était un père, un mentor, un rock. Mais la réalité de sa vie, derrière ces épisodes télévisés soigneusement montés, était bien plus compliquée. Lorsque son monde s'est effondré, lorsque la renommée et la fortune se sont évanouies et que les portes de la prison se sont refermées derrière lui, Rick a appris l'une des leçons les plus douloureuses de toutes, il était vraiment, profondément seul. La première trahison s'est produite tranquillement. Lors de son arrestation, Rick s'attendait à ce que Corey Harrison, son fils et costard de longue date, le soutiennent. Après tout, ils avaient bâti l'empire ensemble. Rick avait enseigné à Corey l'art de la négociation, le frisson de la vente. Ils ont surmonté les conflits et les scandales, présentant toujours un front uni. Mais cette fois, Rick avait tort. Corey ne lui a jamais rendu visite en prison. Pas une seule fois. Ni pendant les audiences, ni après le verdict de culpabilité, ni pendant les moments les plus sombres où Rick avait le plus besoin de lui. Au début, Rick lui a trouvé des excuses. Peut-être que Corey protégeait l'entreprise familiale. Peut-être qu'il restait à l'écart pour des raisons légales. Mais la vérité est devenue indéniable lorsque Corey a publié une déclaration publique après sa condamnation. Froid, clinique et dénué d'émotion, Corey a pris ses distances avec les actions de son père, les condamnant catégoriquement. Cette déclaration fut un couteau dans le cœur de Rick, se tordant plus profondément à chaque instant qui passait. Ce n'était pas seulement un abandon. C'était un effacement. Corey a rapidement agi pour protéger l'entreprise familiale, rompant tous les liens avec Rick, supprimant son nom du matériel promotionnel, l'effaçant de l'héritage qu'ils avaient autrefois bâti ensemble. Les souvenirs de Rick ont été discrètement retirés et son nom n'a jamais été prononcé dans le magasin. Dans des interviews, Corey a commencé à remodeler le récit public, se présentant comme le survivant qui avait surmonté les péchés de son père pour créer quelque chose de mieux. Les médias l'ont accueilli avec enthousiasme. Rick a regardé tout cela se dérouler depuis sa cellule de prison, l'amertume montant comme de la bile dans sa gorge. Ce n'était pas seulement un abandon, c'était un effacement complet et total de Rick du récit. La perte de sa liberté, de sa richesse, de sa renommée, tout cela avait disparu dans les mois qui avaient précédé sa condamnation. Mais c'était différent. C'était la perte d'une famille, la perte de la seule chose qu'il croyait autrefois indestructible. Dans sa couchette, Rick s'autorisa à en ressentir tout le poids. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il ne restait plus personne pour le voir se briser. Pas de fil pour le réconforter, pas d'amis pour lui tendre la main. Juste le silence froid et inflexible d'une vie brisée de manière irréparable. Le coup final est venu lorsque Rick a appris que Corey avait également déposé des documents juridiques pour rompre tous les liens financiers. Il avait effectivement déclaré Rick mort, tant dans le monde des affaires que dans tous les domaines importants. La trahison était totale, définitive et inéluctable. Dans le monde tordu de la vie en prison, la trahison est courante. Mais la trahison de Rick a été plus profonde que la plupart des autres. Ce n'était pas seulement l'histoire de relations brisées, c'était l'histoire d'un père façonné par ses propres enseignements, trahi par le fils même qu'il avait élevé. Et alors que Rick gisait dans l'obscurité froide de sa cellule, il comprit enfin la terrible ironie. La punition la plus cruelle n'était pas venue des gardiens, des procureurs ou même des détenus, mais de la seule personne dont il pensait qu'elle ne l'abandonnerait jamais, son propre fils.